Depuis la fondation de leur légion aux premiers âges de l'Imperium, les Space Marines du chapitre des Dark Angels ont semé la terreur chez leurs ennemis et suscité l'admiration de ceux qu'ils protègent. Infatigables et impitoyables au combat, d'une vigilance et d'un zèle inégalés dans l'accomplissement de leurs devoirs, les Dark Angels comptent parmi les serviteurs les plus dévoués de l'Empereur. Pourtant, derrière cette loyauté se cache une ombre ancienne, un acte sombre et infamant dont les conséquences menacent jusqu'à leur existence même, les rapprochant toujours davantage de la damnation éternelle. Les impardonnés, comme on les nomme, frappent avec une ténacité implacable et se défendent avec une détermination sans faille. Héritiers du lion, ils incarnent une taciturnité et une obstination profonde qui n'ont jamais fléchi au fil des millénaires. Contre vents et marées, quels que soient leurs ennemis, les Dark Angels demeurent les champions résolus de l'humanité, veillant inlassablement sur elle. Première légion de Space Marines, ces guerriers surhumains créés par l'Empereur affrontent les plus terribles adversaires de l'humanité depuis les débuts de la Grande Croisade à l'aube de l'Imperium. Aujourd'hui, après plus de 10 000 ans, ils continuent de faire barrage aux horreurs de la galaxie, fidèles à leur noble vocation. Bien que redoutés par leurs ennemis, les Dark Angels ne sont que rarement accueillis avec chaleur par leurs alliés. Il n'est pas difficile de deviner que ce chapitre tout entier semble hanté par un passé lourd, jalousement dissimulé derrière des légendes et des mythes. Enfermés dans leur mystérieuse forteresse monastère, le Roc, un astéroïde qui leur sert de sanctuaire, ils ne quittent leur refuge que pour répondre aux appels de la guerre, apparaissant sur des champs de bataille disséminés aux confins de l'Imperium. Les Dark Angels, dépourvus de monde chapitral, sillonnent les étoiles, suivant un chemin secret que eux seuls connaissent. Ceux qui combattent à leur côté les trouvent distants, enclins à des rites archaïques qui semblent ériger une barrière entre eux et les autres. Leur solennité égale celle des chapitres les plus pieux, mais les Dark Angels, eux, gardent jalousement le secret de leurs véritables objectifs. Une fois leur mission accomplie, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, laissant derrière eux un sentiment de malaise diffus. Première création de l'Empereur lors de la Grande Croisade, fondée pour libérer l'humanité des dieux du chaos et repousser les extraterrestres hors des frontières du jeune Imperium, la Première Légion inspire la fierté. Beaucoup la considèrent comme le plus illustre de tous les chapitres de Space Marines, porteur d'une histoire héroïque forgée dans le sang de milliers de braves sacrifiés sur l'autel de la victoire. À l'image de l'Imperium, les Dark Angels ont traversé des épreuves dramatiques qui ont gravé en eux des obsessions noires et des motivations insondables. Depuis la trahison de Caliban lors de l'hérésie d'Horus, une autarcie rigoureuse s'est ancrée au sein de la Première Légion et une sombre obsession habite désormais les Fils du Lion. Après l'hérésie d'Horus, la suspicion s'empara de tout l'Imperium. L'empereur confiné sur le trône d'or de Terra laissait désormais son empire aux mains des hauts seigneurs de Terra. Leur premier commandement fut de traquer les rebelles et les survivants des légions renégates. Effacées des archives impériales, les traces de ces légions furent anéanties, leur monde d'origine réduit en cendres. Ainsi débuta l'âge de l'Imperium, marquant une ère où la paranoïa, la haine et la vengeance devinrent les piliers d'un empire gangréné. Car si Horus lui-même avait succombé à la corruption, qui pouvait prétendre être à l'abri ?
Néanmoins, leur dévotion et leur zèle sans borne ne suffiraient pas à expier les péchés de la vie antérieure de la Légion. Les maîtres de la Légion prirent donc la décision de dissimuler la vérité derrière la destruction de Caliban. Nul en dehors de la Légion ne devait connaître le schisme qui avait déchiré les Dark Angels, ni apprendre que certains de leurs membres s'étaient tournés vers le chaos. Car si ce secret venait à être révélé, les Dark Angels risqueraient d'être déclarés excommunicate traitoris, perdant ainsi toute chance de rachat. Les plus influents de la Légion formèrent alors un conclave secret, le cercle intérieur des maîtres, chargé d'instaurer des méthodes de surveillance mutuelle entre frères, car tous devaient être observés avec une vigilance de fer pour déceler le moindre signe de corruption. C'est ainsi que naquit une spirale infernale de suspicion et de mystère qui perdure encore jusqu'à ce jour. Si la plupart des campagnes des Dark Angels, de l'écrasement d'insurrection à l'extermination de Xénos, n'ont en réalité aucun lien direct avec les déchus, cela n'empêche pas chaque fils du lion, du plus jeune scout au plus vénérable membre du cercle intérieur, d'inspecter chaque champ de bataille à la recherche du moindre signe de sédition. Les moins initiés considèrent cette traque à l'hérésie comme une preuve de leur dévotion à l'empereur. Mais un frère du cercle intérieur sait que toute trace de corruption ou de transhumanisme peut être un indice menant à un frère égaré réclamant l'absolution. Les Dark Angels combattent en respectant le Codex Astartes, à l'exception de leurs 2 compagnies spécialisées. Comme chez l'Adeptus Astartes, leur réussite repose sur la souplesse tactique, des déploiements fulgurants et des forces combinées. Les escouades de ligne, soutenues par celles d'appui rapproché et d'appui feu, constituent le noyau de leur force de frappe, tandis que des formations spécialisées telles que le marteau de Caliban ou la frappe de reconnaissance Stalker s'ajoutent pour affronter des menaces spécifiques. Une force d'assaut Dark Angels peut également solliciter les renforts des premières et deuxièmes compagnies. Bien que la traque des déchus soit leur priorité, la Deathwing et la Ravenwing jouent souvent un rôle plus conventionnel en tant qu'unité d'élite sur le champ de bataille. Les petites équipes de combat peuvent être dirigées par un lieutenant ou un sergent vétéran, mais les missions de grande envergure sont supervisées par un maître qui a pour devoir de guider ses frères dans la défense de l'humanité. Cependant, une autre tâche lui incombe, être constamment en alerte quant à la présence des déchus, prêt à mobiliser la Ravenwing ou la Deathwing dans l'instant. Telles les fondations immuables d'une grande forteresse, les compagnies de combat des Dark Angels portent le fardeau des opérations guerrières du chapitre. Le recrutement est extrêmement rigoureux, variant selon les planètes visitées par le Roc. Chaque recrue subit un examen sévère avant de rejoindre le chapitre, devant abandonner son passé pour se fondre entièrement dans la fraternité. Les 3e, 4e et 5e compagnies comptent chacune 100 frères de bataille, leurs effectifs maintenus au complet en comblant les pertes grâce aux compagnies de réserve. Cette transition est empreinte de rituels. Chaque compagnie préservant ses propres serments et traditions que chaque frère doit honorer avant son intronisation. L'accès au savoir est strictement limité, chaque promotion révélant de nouveaux secrets pour préparer les guerriers du chapitre aux terribles vérités qu'ils découvriront s'ils avancent jusqu'au cercle intérieur. La structure de la Légion des Dark Angels précédait les modèles établis par le Principia Bellicosa. Nombre des doctrines et formations utilisées dans les Legiones Astartes trouvent leur origine dans les pratiques pionnières de la première Légion.
C'est là une des missions premières confiées à la Légion par l'Empereur. Découvrir, affiner et perfectionner les stratégies et modèles permettant à ces nouveaux guerriers de déployer leur potentiel maximal. Ainsi, lorsque nous évoquons la forme standard d'une Légion Space Marine, nous faisons référence aux Dark Angels, car c'est dans leur sacrifice que ces structures furent forgées. Robooté Guilliman, bien que les ayant ensuite complétées et adaptées, s'appuya lui-même sur ces fondations issues des guerres de la Première Légion. Même Lionel Johnson, en reprenant le commandement de sa Légion, reconnut la sagesse des fondateurs de la Première, préservant leur structure tout en l'adaptant à sa vision et son autorité unique, restée quasi inchangée depuis. Dans ses premières années, la Première Légion expérimenta toutes les formes de guerre, testant chaque style d'organisation, chaque modèle de formation, avec une multitude de guerriers dédiés aux plus variés des stratagèmes tactiques et stratégiques. Cela conféra à la Légion des spécialistes aptes à affronter tout ennemi sur tout champ de bataille, mais elle lui fit d'abord manquer une cohérence organisationnelle. Cette nature fluctuante, changeant au gré de l'évolution des tactiques, servait néanmoins à façonner un système de formation de soutien qui permettrait aux Dark Angels de triompher face à n'importe quel adversaire. Ce système de formation spécialisé, fruit des expérimentations des premiers jours, demeure au cœur du fonctionnement de la Première Légion, l'épine dorsale autour de laquelle elle fut bâtie. L'hexagrammaton, dialecte ancien de Terra, se traduit approximativement par « les 6 voix divines » et désigne la forme moderne des grands hostes des Dark Angels. Ce titre est apparu autour de 830 M30, lorsque la Légion atteignit pour la première fois les 100 000 guerriers et que la sélection implacable du combat avait purgé nombre des hostes primitifs aux doctrines désormais périmées. Les armées subsistantes incarnaient l'expression la plus accomplie des tactiques élaborées par la Première Légion, jugées dignes d'une place impérissable dans leur ordre de bataille. Lionel Johnson, à sa prise de commandement, conserva l'hexagrammaton en y apportant seulement des ajustements hiérarchiques et modela les hostes pour qu'ils évoquent les cohortes chevaleresques calibanites qui avaient combattu à ses côtés dans les forêts sombres de son monde d'adoption. Ce geste symbolique renomme ses forces en ailes, marquant son ascension au titre de grand maître. L'adhésion à l'une des 6 ailes représentait une insigne marque de valeur dans les rangs des Dark Angels. Il était rare qu'un chef de guerre en soit dépourvu, arborant avec fierté le symbole d'une de ces sociétés secrètes gravées sur son armure. Les 6 ailes de l'hexagrammaton traversèrent sans faillir les bouleversements de l'hérésie d'Horus, jusqu'à ce que le chaos de cette période n'en brise certains jusqu'à la quasi-éradication. La plus vaste des ailes, la Stormwing, regroupait la majorité de l'infanterie de ligne des Dark Angels, comprenant aussi des compagnies d'entraînement et des batteries de soutien mobile. Ces guerriers étaient formés aux arts disciplinés de la guerre rapprochée et des batailles rangées. Cette aile représentait le pilier de la Légion, un rempart en défense et une force résolue dans l'attaque. Les cercles internes de la Stormwing exigeants n'étaient accessibles qu'après des épreuves rigoureuses. Ce sont les vétérans des plus vastes campagnes qui étaient admis dans l'aile, aux côtés des officiers et des soldats d'élite. Ce cercle restreint, gravé par les cicatrices d'innombrables batailles, comptait aussi parmi ses membres des apothicaires de la Légion, qui jouaient un rôle central dans les assauts massifs qui firent la renommée de la Stormwing. Initialement, le maître de la Stormwing portait aussi le titre de maître de l'apothécarion. À l'opposé, les cercles extérieurs évoluaient plus fréquemment, reflet d'une aile en constante mutation.
La Deathwing était née des vestiges de l'Ost des Couronnes, autrefois célèbre pour ses tireurs d'élite et ses redoutables briseurs de lignes. Les survivants de ce cercle restreint firent le serment solennel de ne jamais céder le champ de bataille à l'ennemi, préférant la mort à l'humiliation d'une retraite. Plus compacte que la Stormwing, la Deathwing excellait dans les opérations spéciales, constituant l'élite d'assaut capable de rompre les lignes adverses et d'ouvrir des brèches pour les autres unités. Elle incluait un corps de garde personnel voué à protéger les officiers, dont le nombre limité rendait ce rôle crucial. En dépit de ses rangs réduits, la Deathwing commandait un grand respect, souvent placée en position de commandement dans les situations de chaos. Au fil de l'hérésie d'Horus, avec les pertes croissantes de la Légion, les vétérans de la Deathwing virent leurs responsabilités s'alourdir, occupant progressivement des positions d'autorité sur l'ensemble de leurs frères. La Ravenwing, nommée en hommage à l'ordre calibanite du Corbeau, intégrait les meilleurs guerriers montés de ce monde sauvage. Lionel Johnson fonda cette aile en y fusionnant des guerriers de l'ordre du Corbeau avec les restes des Hostes du vent et du vide, créant ainsi une force destinée aux assauts éclairs et à la guerre de mouvement. Maître des attaques fulgurantes, des manœuvres de frappe enchaînées et de l'escarmouche, ces initiés excellaient dans l'art des engagements rapides, souvent en tant qu'éclaireurs. La Ravenwing conserve un esprit insoumis teinté de pratiques féodales et de coutumes plus rudes, jugées quelque peu barbares par les ailes plus austères. Les guerriers calibanites, souvent en quête de gloire personnelle, trouvaient leur place dans cette aile plus que dans les ailes prestigieuses, forgeant leur propre légende. La Dreadwing, redoutée parmi toutes les autres ailes, incarnait le bras impitoyable de la destruction. Ce corps d'élite avait pour mission d'éliminer toute opposition, usant de tactiques de terreur, d'anéantissement pur et d'armes de classe exterminatus. Née de l'Ost des Os, la Dreadwing garda son approche brutale, bien qu'adoucie par l'afflux de recrues calibanites, et recelait des cérémonies et des titres scandiques d'origine ancienne. Ses membres, loin d'être de simples brutes, étaient des spécialistes dans la manipulation de technologies aussi rares que dangereuses, comptant dans leur rang des Moritates, des Techmarines et des apothicaires. Dans les voûtes de la Dreadwing reposaient des dreadnoughts tourmentés par des siècles de guerre, ainsi que des guerriers artificiels redoutables. Lors de l'hérésie d'Horus, face aux horreurs croissantes, Lionel Johnson leva l'interdiction d'utiliser leur pouvoir psychique, préférant la victoire à toute autre considération, même sacrée. L'Ironwing, dédiée à la puissance de feu écrasante, dominait le champ de bataille par des assauts ravageurs, employant des barrages d'artillerie pour semer le chaos et annihiler l'ennemi par sa seule force. Ses rangs regroupaient la majorité des véhicules blindés, des dreadnoughts lourds et des batteries d'artillerie de la Légion. Une force peu adaptée aux opérations secrètes, mais sans égale dans les sièges et les affrontements au champ ouvert. Fusion de l'Ost de fer et de l'Ost de pierre, l'Ironwing comptait aussi une forte proportion de soldats d'élite en armure Terminator, capables de prendre d'assaut des forteresses ou de résister à des vagues d'assaut. Ces maîtres artisans défiaient parfois les doctrines du Mechanicum en usant de technologies interdites, renforçant encore la puissance redoutable de l'Ironwing. La plus discrète et la plus petite des ailes, la Firewing maîtrisait toutes les subtilités sanglantes de la guerre secrète, agissant comme la lame dissimulée de la Légion. Ses rangs étaient composés d'un assemblage unique de champions, harceleurs et assassins moritates, tous virtuoses dans l'art de la lame et du poignard. Ils choisissaient de détruire l'ennemi en sapant son commandement plutôt qu'en massacrant ses rangs, comptant sur leur vaste bibliothèque de connaissances pour frapper avec une efficacité meurtrière. Épargnée par les changements qui bouleversèrent d'autres ailes, la Firewing conservait un rituel complexe hérité des guerres d'unification sur Terra. La loyauté de ces guerriers terriens fut amèrement éprouvée lors de l'hérésie d'Horus,
où l'ancienne amitié avec les Sons of Horus devint une haine farouche. La Firewing paya cependant un lourd tribut lors du second Xénocide Rangdan, voyant ses initiés se sacrifier pour enrayer les forces des rebelles de Rangdan. Pour les étrangers, la hiérarchie complexe des Dark Angels, entremêlant les autorités de l'aile, du chapitre et de l'ordre, pouvait apparaître comme un défi insurmontable, ces niveaux de commandement semblant presque énigmatiques. Ces différentes branches de pouvoir, toutes exigeant la loyauté et la vigilance de chaque guerrier sur le champ de bataille, présentaient des motifs héraldiques d'une complexité telle qu'il était quasi impossible pour un observateur extérieur de saisir leurs nuances et leurs significations. Pourtant, aux yeux des guerriers de la Première Légion, cette structure, loin d'être chaotique, s'avérait d'une redoutable efficacité. Sa flexibilité face au tumulte de la guerre en avait fait une force à part entière, forgée dans l'acier des conflits de la Grande Croisade et devenue l'une des plus redoutables légionnesses Astartes. Les Dark Angels, bien qu'ayant accepté la division de leurs forces en chapitres, n'ont jamais suivi strictement les préceptes du Codex Astartes. Leur organisation reflète l'héritage unique de la Première Légion et sert les impératifs de leur quête secrète. Depuis l'arrivée des primaris de la Fondation Ultima, cette structure particulière perdure, bien qu'en apparence le chapitre des Dark Angels semble conforme avec ses 10 compagnies de 100 Space Marines. En réalité, l'organisation s'avère plus complexe. Les compagnies se déploient rarement dans leur intégralité, les escouades étant souvent constituées de membres issus de plusieurs unités pour mieux répondre aux exigences changeantes des théâtres d'opération. C'est au niveau du commandement que réside la véritable singularité des Dark Angels. Au cœur de leur structure, le cercle intérieur regroupe les officiers les plus loyaux, les seuls détenteurs des secrets sur le sombre passé du chapitre. La plus haute autorité est celle du Grand Maître suprême, entouré des vétérans les plus anciens dont les grands maîtres de la Deathwing et de la Ravenwing, ainsi que des chefs de sections spécialisées tels que le Maître des Veilleurs et le Gardien du Rituel Invisible. Après la chute de Caliban, le cercle intérieur, d'abord simple conclave, devint une organisation formelle liant les Dark Angels à leurs chapitres successeurs. Avec la perte de leur monde chapitral, des mondes de recrutement furent établis où chaque nouvelle génération perpétuait les rituels de fraternité et de loyauté du chapitre. Toutefois, les aspirants n'entendaient rien des péchés du passé, seuls les plus fidèles vétérans, ceux qui gagnent l'estime des membres du cercle intérieur, découvrent peu à peu la vérité. Ils apprennent alors que, depuis des millénaires, les Fils du Lion mènent une croisade secrète pour traquer les déchus des Dark Angels. Les différences avec le Codex Astartes se retrouvent dans les 2 premières compagnies de combat, la Deathwing et la Ravenwing. Ces unités, uniques au chapitre, dépassent peut-être les effectifs habituellement prescrits, mais leur secret est bien gardé. Leurs membres se dispersent souvent dans d'autres compagnies pour masquer leur nombre réel. Les autres compagnies, de la 3e à la 10e, suivent scrupuleusement les édits du Codex Astartes de Roboute et Guilliman. Les Dark Angels privilégient des recrues de sociétés rudes, choisissant fréquemment des mondes sauvages ou féodaux. Les impardonnés, comme les Black Templars, établissent des bastions de recrutement où de jeunes aspirants affrontent des épreuves redoutables. Ce réseau de recrutement, partagé entre plusieurs chapitres issus de la Première Légion, est dissimulé à l'Adeptus Administratum pour préserver le secret. Les recrues suivent ensuite un endoctrinement intensif visant à effacer leur passé jusqu'à l'attribution d'un nom tiré des archives calibanites, renforçant leur identité de Dark Angels. Les impardonnés prennent grand soin de faire disparaître toute trace de leur installation dans les archives impériales, prétendant protéger leur monde de recrutement des ennemis hérétiques.
Pourtant, cette dissimulation suscite des doutes parmi certaines factions impériales qui craignent une reconstruction cachée de la Légion. Au fil des siècles, le cercle intérieur se solidifia, ses secrets se transmettant soigneusement aux nouvelles recrues. Dans ce cercle aux nombreuses strates, chaque niveau d'intronisation révèle de nouveaux mystères, tout en gardant d'autres aspects cachés. Les frères soumis à une observation permanente savent que la confiance au sein du cercle est progressive et hautement sélective, et que, conformément à la prudence du lion, des dispositifs complexes veillent à ce que les secrets du chapitre ne soient jamais complètement révélés, même aux plus hauts dirigeants. Ainsi, le poids du savoir demeure fragmenté, conférant aux Dark Angels une part de mystère indéchiffrable. À travers les millénaires, chaque déchu a survécu d'une manière ou d'une autre, marqué par la trahison de Luther. Nombre d'entre eux ont succombé aux dieux sombres et rejoint les rangs des Astartes hérétiques, certains atteignant même l'immortalité démoniaque dans le sillage de la Grande Faille. D'autres, solitaires ou despotes d'empires lointains, dirigent cultes ou bandes de pirates, tandis que certains, vagabonds des confins impériaux, mènent une existence errante. Dans l'abîme intemporel de l'immatérium, le déchu peut surgir sans avertissement, avec l'impression de quitter Caliban depuis quelques heures seulement. Fous de cette distorsion, ils hurlent leurs secrets, exposant les vérités cachées que le cercle intérieur garde si précieusement. Bien qu'isolés de leurs anciens frères, certains déchus regrettent leur trahison. Nombreux sont ceux devenus pirates ou mercenaires, cherchant rédemption sans maître ni foi. D'autres tentent de servir une cause plus noble pour expier leurs péchés. Des années peuvent passer sans qu'aucune trace d'un déchu ne soit trouvée, mais dès qu'une rumeur pointe, la Ravenwing et la Deathwing entrent en scène. Si elles se montrent implacables contre les ennemis de l'Imperium, leur véritable mission est plus sombre, traquer les traîtres. Les éclaireurs de la Ravenwing leur tendent des pièges, attirant leur proie dans le point vengeur de la Deathwing pour les mettre à genoux. Un déchu captif, enfermé dans les ténèbres du roc, affronte le chapelain interrogator, qui exige de lui une confession et repentir. Ceux qui s'y prêtent meurent rapidement, sauvés des griffes du chaos et inscrits dans le livre de la rédemption. Mais ceux qui s'accrochent obstinément à leurs péchés finissent leur jour, souvent au prix de grandes souffrances, leur âme corrompue promise à une autre forme de damnation dans le Warp. Les tactiques des Dark Angels trahissent subtilement leur mission secrète. Jadis formées en unité pendant l'ère de la Légion, la Deathwing et la Ravenwing ne partagent plus aujourd'hui qu'un unique but, traquer les déchus. En campagne, la Ravenwing s'illustre comme expert en reconnaissance offensive. Ces escadrons agiles se déploient souvent en soutien d'unités plus imposantes, frayant leur chemin au sein des lignes ennemies, repérant les positions adverses et les frappant en éclaireur avec une précision létale et des attaques fulgurantes. Lorsqu'ils opèrent en force, la Ravenwing devient une avant-garde indépendante, emprisonnant l'ennemi dans un étau de mobilité et de ruse en attendant les renforts. Dans un éclair de manœuvres audacieuses, les troupes ennemies se retrouvent écrasées entre les assauts rapides de véhicules et l'arrivée irrésistible des Terminators de la Deathwing. Bénéficiant d'une technologie de téléportation antique et supérieure, les Dark Angels sont capables de projeter toute la première compagnie, renforcée des squads des autres chapitres impardonnés, en un seul mouvement à travers le Warp, déclenchant parfois des assauts de plus de 200 Terminators d'élite. Ces frappes, capables de broyer l'adversaire le plus tenace, incarnent l'art implacable de la traque et du châtiment. Les autres compagnies des Dark Angels opèrent selon les doctrines classiques de l'Adeptus Astartes. Les 3 compagnies de front se déploient en général en formation complète ou par demi-compagnie, soutenues par des réserves et les ressources de l'arsenal du chapitre.
Lorsque ces compagnies combattent en coordination avec la Deathwing et la Ravenwing, leur rôle est de consolider le terrain et de tirer avantage des brèches ouvertes par leurs frères spécialistes. Les troupes de ligne bénéficient ainsi de la force combinée des compagnies spécialisées, créant une armée aux capacités de flexibilité impressionnantes, même parmi les rangs des Space Marines. Pourtant, les missions secrètes visant à capturer les déchus sont réservées aux guerriers de la Deathwing et de la Ravenwing, puisque l'existence même des déchus est un mystère soigneusement gardé au sein de leur rang. En dehors de cette chasse, les Dark Angels exécutent leur mission comme toute autre force d'élite de l'Imperium, se montrant exemplaires dans la lutte contre les hérésies et les révoltes galactiques. Ils ont vaillamment étouffé les révoltes qui ont suivi la mort de Macarius, joué un rôle décisif lors de la Troisième Guerre tyrannique et combattu sans faillir durant la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau, perdant dans ces affrontements le Swords of Defiance et la totalité de la 4e compagnie. Un autre coup terrible leur fut infligé lors du massacre de Darkmoor, où près d'1 millier de Space Marines issus de plusieurs chapitres impardonnés périrent dans un piège fatal tendu alors qu'ils poursuivaient leur traque des déchus. Car il faut bien se rappeler que bien qu'ils défendent l'Imperium avec un zèle implacable, les Dark Angels, avant toute chose, restent des chasseurs, obsédés par la quête inlassable des âmes perdues de leur propre passé.